Après le Sénat et les questions d'actualité que vous venez de suivre, retour ici au Palais des Congrès de la Porte de Versailles pour la fin de ce 95e Congrès des maires de France. À l'heure qu'il est, nous devrions écouter le discours de clôture de ces rencontres prononcées par Maryse Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation. Mais ce discours a été presque immédiatement interrompu à son départ par les salariés de PSA Aulnay. C'est passé il y a 3/4 d'heure environ. Vous pouvez voir sur ces images le grand auditorium du Palais des Congrès au moment même où une centaine de salariés en colère de l'usine d'Aulnay est venue, vous le voyez sur ces images, interrompre le discours de la ministre qu'elle devait prononcer donc pour la clôture de ce congrès des maires de France. Maryse Lebranchu qui est obligée de s'arrêter avec autour d'elle l'ensemble du bureau et des responsables élus de l'Association des maires de France, avec à leur tête Jacques Pélissard et ses nombreux vice-présidents. Discours interrompu, donc envahissement de la scène du grand auditorium. Vous allez le voir dans quelques instants sur ces images. Une centaine de salariés avec banderoles et jets de tracts. Une première, en tout cas, dans un congrès comme celui-ci. Alors, s'en est suivi une vingtaine de minutes où la ministre Maryse Lebranchu et les responsables de l'Association des maires de France ont négocié directement, vous le voyez sur ces images, avec le leader du mouvement, Jean-Pierre Mercier, le leader syndical ici avec Jacques Pélissard, pour négocier le retrait de ces manifestants du grand auditorium de la Porte de Versailles. En tout, une vingtaine de minutes devant une salle comble, une salle qui est restée extrêmement calme. Au moment où je vous parle, eh bien, tout est rentré dans l'ordre. Les salariés en colère d'Aulnay-sous-Bois ont quitté le grand auditorium après avoir négocié et après avoir obtenu, grâce à Maryse Lebranchu, un rendez-vous daté avec le ministre du Travail, Michel Sapin. Et dans la foulée, eh bien, la ministre présente pour conclure ces travaux du Congrès des maires, eh bien, a repris son discours. Et c'est précisément ce discours de clôture du 95e Congrès des maires de France que je vous propose d'écouter tout de suite. Maryse Lebranchu. Même si les moyens sont toujours difficiles à admettre, je crois que nous sommes aussi, nous, solidaires des gens qui perdent leur travail. Je crois que ça ne doit jamais conduire à la violence. Ils ont montré qu'il suffit d'obtenir un rendez-vous avec une date et une heure pour se retirer de la salle. Donc je les remercie aussi d'être repartis maintenant. Nous avons attendu et je vais essayer d'enchaîner. Alors le problème, c'est que j'ai aussi des horaires. Et je vais vous parler du Haut Conseil des territoires et je pense que justement, peut-être sur les reconversions industrielles des sites, voilà un lieu dans lequel il faudra discuter, puisque les salariés nous faisaient remarquer à quel point ils avaient été choqués de la suppression de la taxe professionnelle, parce qu'on leur avait dit à l'époque que supprimer la taxe professionnelle, c'était rendre la compétitivité, et que les licenciements ont quand même lieu. Donc c'est vrai que nous pourrons aussi, à notre tour, parler de tout ça ensemble pour les collectivités concernées et Aulnay en particulier. Cette concertation dont je vous parlais se déclinera aussi sur les territoires, donc je vais un peu accélérer, mais essayer de vous redire comment les choses vont se passer, puisqu'il me semble important que les communes, les régions, les départements, les intercommunalités qui seront représentés discutent du projet tel que nous l'avons, nous, écrit, avant que les arbitrages des différents ministères soient rendus et avant que le Parlement, naturellement, sans doute, le fasse évoluer. Mais sur chacun de vos territoires, nous essaierons d'échanger sur le projet lui-même. Revenons au cœur du projet. Notre base d'écriture de ce projet de décentralisation, c'est de dire que si la République est une et indivisible, les territoires, eux, sont divers. Les territoires ruraux, urbains, ils sont montagnes, ils sont mers, ils sont métropoles, ils sont outre-mer, ils sont campagnes ou quartiers, et la loi reconnaîtra cette diversité et la capacité des territoires à s'organiser en tenant compte justement de cette diversité. Que l'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un élément de complexité supplémentaire, mais bien de simplification, puisqu'il s'agit d'une organisation adaptée au plus près des réalités locales et de la vie quotidienne des habitants de nos territoires.
Sur quelques exemples concrets, je peux m'en expliquer. Par exemple, la collectivité chef de file pour l'économie sera la région. On va lui confirmer ce rôle important, mais elle pourra, dans la concertation avec vous, avec les départements, elle pourra mettre en œuvre cette politique économique en partenariat. Est-il nécessaire, quand on est région et qu'on doit discuter de stratégie d'industrialisation régionale, de filière, est-il nécessaire, par exemple, de s'occuper de l'immobilier d'entreprise? Peut-être pas. Donc voilà ou d'aménagement de zones d'activité. Voilà des déclinaisons de la compétence développement économique que vous discuterez avec la région, chacun disant « moi je prends telle ou telle part de l'action ». Le département, lui, restera le chef de file incontesté des solidarités sociales, mais si le besoin s'en fait sentir sur un territoire, si une commune ou une intercommunalité le souhaite, le département pourra, s'il y a un accord des deux, lui déléguer la compétence, par exemple, ou l'insertion des bénéficiaires du RSA. Voilà comment les choses vont se passer, parce que tout ça doit résulter d'une volonté partagée, jamais d'une obligation. L'État lui-même pourra confier à des départements sur leur territoire, ou bien à d'autres, telle ou telle action. Par exemple, et c'était une de vos questions posées il y a 2 jours ici pendant la table ronde, l'ingénierie technique. Certains départements me demandent à l'État de pouvoir supporter ou porter l'ingénierie technique responsable de la mise en place, de documents d'urbanisme et autres perspectives. Si les départements veulent le faire, si les intercommunalités sont d'accord, si les maires en sont d'accord, s'il y a une vraie discussion sur le territoire, alors je dis pourquoi pas, puisque déjà quelques départements l'ont fait. En revanche, ce que le président de la République est venu dire l'autre jour, c'est que certains s'inquiètent et on leur répond. La TESAT verra encore des conventions, bien évidemment, pour 2013 et nous nous engageons, derrière le président de la République, à ce que ces conventions soient signées au plus vite, parce que vous les attendez. Ces exemples illustrent bien à quel point c'est la souplesse qui permettra localement d'assurer la clarté et la cohérence de l'action publique, et les conférences territoriales de l'action publique seront là pour construire une architecture partagée, acceptée et claire de l'action publique. Cette confiance et la responsabilité, bien sûr, qu'elle entraîne, c'est aussi la contrepartie au rétablissement de la clause générale de compétence pour les régions et les départements que le président de la République a confirmé mardi. Naturellement, les communes prendront part à ces conférences territoriales, comme les autres collectivités, grâce à un collège qui doit garantir leur représentation, et ce sera un des sujets de discussion avec votre association. Le temps de l'intercommunalité de projets et de services est aussi notre réalité partagée. Il faut donc approfondir, en poursuivre l'élargissement, et nous sortirons, je le sais, dans la concertation, dans le respect des élus municipaux, de la question des périmètres qui a sans doute été, ces derniers mois, la plus difficile. Mais il faut aussi créer les conditions du bon fonctionnement de l'intercommunalité à tous les points de vue. Au niveau d'abord de la mise en œuvre de son projet de territoire, au niveau de ses ressources, au niveau de sa gouvernance, et ce par souci de cohérence avec l'application de leur statut, par souci d'efficacité, par souci de lisibilité pour nos concitoyens et les communes membres. Là encore, le gouvernement fait confiance aux élus pour qu'aboutisse le projet construit collectivement pour les habitants qui résident dans vos intercommunalités. Et à ce titre, le projet intercommunal constitue sans aucun doute le bon véhicule de la mutualisation à laquelle faisait référence tout à l'heure Monsieur le Président, et pour laquelle il avait organisé un excellent colloque. Cette mutualisation a progressé, elle doit encore se poursuivre, et même si elle ne produit qu'à moyen terme des économies pour les communes, elle produira forcément des effets structurels pour le service des usagers, et cet effort d'évolution de l'organisation est d'autant plus nécessaire au sein du bloc communal que l'essentiel des compétences exercées consiste en des services de proximité qui sont les plus sollicités par nos concitoyens. Veillons également ensemble à ce que la mutualisation ne s'arrête pas à la signature des conventions de mise à disposition. Elle doit se mettre en œuvre concrètement avec les agents. Et je sais, je parlais tout à l'heure de leur inquiétude, ça fait partie de leur inquiétude.
S'organiser sera également nécessaire pour réussir la belle réforme des rythmes scolaires que porte Vincent Peillon, notre ministre de l'Éducation nationale. C'est une réforme attendue par la majorité des parents d'élèves et elle est attendue depuis longtemps, puisque je crois qu'il y a une quinzaine d'années maintenant qu'on discute des rythmes scolaires et que les études sont faites. Vous avez été entendu sur la nécessité d'une aide financière de l'État. Le président de la République l'a donc annoncé mardi après-midi. Nous avons discuté de cette mise en œuvre. Notre objectif partagé avec les parents d'élèves de France, et en tenant compte de tout ce qui a pu être dit par ailleurs, c'est qu'un minimum de collectivités demandent la dérogation pour 2014. Nous prendrons acte de difficultés et elles seront étudiées, il y en a. En revanche, ce que nous voudrions, c'est à nouveau faire différence entre les collectivités qui pourront répondre assez facilement à la nouvelle organisation et celles qui ont plus de mal. Et donc on verra dans la concertation la répartition de ces 250 millions d'euros qui pourront permettre aux uns et aux autres de faire face à des difficultés générées par la mise en place en 2013 de la semaine de 4 jours et demi. Vous aurez, Monsieur le Président, à discuter avec nous des clés de répartition. C'est toujours un peu difficile, vous le savez, mais nous y arriverons ensemble. À un moment de notre histoire où la maîtrise de la dépense est impérative, nous devons, État et collectivités locales, donc, trouver des leviers pour dégager des marges de manœuvre. Vous avez parlé tout à l'heure de confier aux communes les outils juridiques et financiers pour y parvenir. Je crois que l'État doit aux communes de France les outils juridiques et financiers que vous demandez. L'État doit leur garantir le bon fonctionnement au quotidien et beaucoup de maires s'interrogent sur les sources d'économies qu'ils pourraient encore faire, que l'effort supplémentaire sur la fiscalité locale qu'ils demandent à leurs habitants atteint ses limites alors que les besoins croissent de jour en jour, quand il devient aussi chaque année plus difficile de boucler le budget, et c'est sans aucun doute parce que nous le pensons vraiment, et vous le partagez, je crois, les ressources ne sont pas assez bien réparties entre les communes de France et entre les intercos de France. La péréquation doit donc contribuer à y remédier. La péréquation, le maire de Paris le disait à la tribune, la péréquation, c'est l'effort de solidarité entre les collectivités sur leurs propres ressources. Elle doit donc reposer sur des critères simples, des critères justes, des critères stables. Et François Pupponi, qui doit déjà conduire une réflexion sur la réparation de la DDU, s'il l'accepte, sera en charge de suivre ces clés de répartition de la péréquation qui sont sans doute trop peu lisibles pour l'ensemble des maires de France. Donc nous allons essayer de les écrire mieux. Il faut prendre en compte la richesse fiscale, bien évidemment, mais il faut prendre en compte revenu moyen ou revenu médian, disions-nous l'autre jour, mais il faut bien prendre en compte aussi les charges particulières de certaines communes petites, mais qui sont au centre de communes encore plus petites. Et nous devons aussi prendre en compte les territoires les plus fragiles. À ce titre-là, les clés de péréquation seront, je l'espère, encore plus justes l'an prochain. Le gouvernement a pris aussi ses responsabilités en doublant la progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de la solidarité rurale dès l'année prochaine. Vous en aviez besoin. C'est une dépense supplémentaire que le président de la République et le Premier ministre nous ont demandé de faire. Nous devons aussi penser à vos investissements. Et le président Pélissard a beaucoup donné, avec d'autres ici présents, pour qu'enfin voie le jour une agence de financement des collectivités locales. Nous avions un souci partagé, qui est celui des comptes de l'État. Vous connaissez la situation de la France, et pas aussi bien que moi sans doute, et nous ne pouvions pas donner de feu vert à ce travail de création d'agence sans lever l'hypothèque de la garantie de l'État. Et donc, il fallait passer, grâce de la technique, d'un établissement public à un établissement plus coopératif, plus mutualiste. Mais le président de la République a donné son accord. Donc, dès lundi, nous reprenons le chantier. Il y aura une agence de financement des collectivités locales, je le souhaite, et nous devons y arriver ensemble. Je m'en réjouis d'autant plus
qu'il s'agit d'une initiative des communes et des collectivités locales. L'initiative ne vient pas de l'État, elle vient du terrain. Bravo à vous. Monsieur le Président, je ne connais certes pas votre engagement sur ce dossier, mais je ne méconnais pas non plus votre engagement sur les demandes de financement des investissements. Parce qu'il y a eu des soucis. Dexia fait partie maintenant, malheureusement, de notre paysage partagé. Vous avez vu que nous avons, d'arrache-pied, et je remercie le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget de leur implication, réussi à régler un certain nombre de dossiers au niveau européen. Ils ont bien travaillé. Mais il fallait, au-delà de cela, que la Caisse des dépôts et consignations, dont on a élargi la ressource en touchant au plafond des livrets d'épargne, puisse répondre aux collectivités territoriales. Et l'annonce de passer de 12 milliards à 20 milliards les fonds dédiés aux collectivités locales n'est pas une mince annonce. Parce que ce que j'entends le plus sur le terrain, c'est à la fois la difficulté de trouver des petits prêts. On pourra y remédier. Mais j'entends beaucoup de communes, d'intercommunalités se plaindre de ne pas trouver des prêts à un taux intéressant et sur une période longue, en particulier pour des équipements très structurants. L'assainissement et l'eau sont parfois des casse-têtes difficiles. Et donc, nous nous engageons sur l'enveloppe supplémentaire à vous garantir des prêts à long terme avec des taux d'intérêt intéressants. On me dit, tu n'iras pas quand même jusqu'à 35 ans. Eh bien, pourquoi pas? Sur un certain nombre d'équipements structurants, nous devons, avec la Caisse des dépôts et consignations, prendre en compte la lourdeur de certaines charges par rapport à la possibilité de les financer. Donc, vous avez eu gain de cause et je vous remercie de nous avoir, non pas occupés sur la scène avec des micros, mais de nous avoir frappé quasiment tous les jours à notre porte pour avoir satisfaction. Vous l'avez et je remercie aussi au passage, je ne l'ai pas fait, le président de la République qui nous soutient dans cette recherche-là, mais il connaît bien les communes, en particulier les communes rurales. Il faudra aussi chercher avec les villes un rôle particulier. Vous l'avez dit dans votre relevé de résolution et je vous en remercie parce que on a trop longtemps opposé fait urbain et fait rural et je trouve que c'est de très bonnes chances pour l'avenir que l'Association des maires de France reconnaisse avec nous le fait métropolitain avec des communautés très intégrées qui verront leur statut renforcé mais qui ont aussi beaucoup plus de responsabilités par rapport à leur territoire. Et la loi, d'ailleurs, précisera au demeurant des évolutions spécifiques. Je pense à Lyon, je pense à Marseille, par exemple. Nous avons quelques grands dossiers, je vais dire, partagés avec allégresse, parfois pas beaucoup d'enthousiasme, mais nous y arriverons. Je voudrais... Voilà Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la Réforme de l'État et de la décentralisation qui vient d'achever son discours de clôture de ce 95e congrès des maires de France, ici porte de Versailles à Paris. Une dernière après-midi de congrès marquée, vous l'avez vu il y a quelques minutes sur notre antenne, par une manifestation des salariés d'Aulnay-sous-Bois qui ont envahi la grande salle plénière de ce congrès. Merci beaucoup Jacques Pélissard d'être avec nous, président de l'Association des maires de France. C'est la première fois qu'il y a un incident de ce type lors d'une journée de congrès. Oui, mais vous savez, tout se passe au congrès des maires de France. Les annonces présidentielles, ministérielles, tout ça se passe au congrès des maires de France. C'est un moment important de notre vie politique nationale et c'est un lieu, effectivement, où on peut essayer d'attirer l'attention sur soi. C'est ce qu'ont fait les ouvriers d'Aulnay. Je crois qu'on nous a entendus, ils ont libéré les lieux. Ensuite, nous avons continué nos travaux de façon efficace et calme. Absolument. Alors, il y a un de leurs slogans qui nous a interpellés, élus et salariés, nous avons parfois les mêmes intérêts. Vous partagez cette phrase? Oui, parce que les élus défendent partout l'emploi. Quand on fixe un projet d'investissement, quand on crée une zone industrielle, quand on fixe également les taux de contribution foncière des entreprises, on a toujours en ligne de mire l'emploi, l'activité économique, la compétitivité de notre territoire. Donc les maires sont convaincus
par le fait que c'est bien l'emploi qui est aussi, avec d'autres données, l'une de leurs priorités. C'est vrai que l'emploi, l'environnement, l'urbanisme, on a effectivement tout un registre d'actions, mais l'emploi est l'un de ceux qui nous tient le plus au cœur. Jacques Pélissard, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de maires que d'habitude aujourd'hui lors de ce congrès, en particulier mardi lors de la venue du président de la République François Hollande. Il y a eu beaucoup de maires cette année encore plus que l'année dernière, et beaucoup de maires studieux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la présence de tous les maires dans les ateliers, dans les débats, avec une participation que je n'avais encore jamais vue. Ça prouve l'intérêt que suscite le Congrès des maires de France. Ça prouve qu'ensemble, les maires travaillent, échangent, apprennent et repartent avec le bon moral dans leur commune. Au-delà de l'affluence, un mot, mais vraiment un mot de bilan de ce congrès. On en a déjà parlé avec de nombreux élus ici même. Le bilan, c'est beaucoup d'avancées, des réussites sur certains points, des réponses précises sur l'agence de financement des collectivités. C'était essentiel pour nous, sur l'école, sur les normes. Bref, un cadre intéressant que nous avons réussi à forger, qui nous permettra demain d'être plus efficaces encore dans nos communes et intercommunalités. Et donc, il se passe vraiment toujours quelque chose au congrès de l'Association des maires de France. Merci mille fois, Jacques Pélissard, d'avoir été avec nous pour clore ce 95e congrès. Merci mille fois à vous d'avoir été avec nous sur l'antenne de Public Sénat en direct toute cette semaine pour suivre les débats, pour suivre les ateliers, pour suivre les demandes, les préoccupations, les soucis des 36 000 élus locaux, des 36 000 maires de France. Merci évidemment à l'ensemble de l'équipe technique de Public Sénat qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci mille fois de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur notre antenne, c'est bientôt à 19 h. Le journal présenté par Michel Grossior. Merci.